C'est parti pour le Tour de France, les 3 meilleures semaines de l'année pour faire la sieste et voyager depuis votre canapé. Et quel départ! Fouah. Bon, je fais l'impasse sur les chutes et la spectatrice allemande qui a voulu faire la maligne. Gros jump de Julien Alaphilippe dans la fosse au loup. Il avait annoncé la semaine dernière ne pas encore être hyper en jambes. Bah voilà le résultat. Victoire d'étape, maillot jaune. Le premier soir, la dernière fois que c'est arrivé pour un Français, ce maillot jaune à la fin de la première étape, c'était Christophe Moreau en 2001. Malheureusement, il lui en manque un tout petit peu le lendemain, dans un mur de Bretagne qui aurait pourtant dû mieux lui convenir, et il lâche son maillot jaune au profit de Mathieu Van Der Poel. C'est la belle histoire de ce week-end. Raymond Poulidor n'avait jamais pu porter le maillot jaune sur le Tour de France, et bien son petit-fils le fait dès sa deuxième journée sur la grande boucle. Alors forcément beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes après la ligne d'arrivée, y compris en conférence de presse, et ce maillot jaune il va pouvoir le garder sur les prochaines étapes puisque c'est des sprints qui s'annoncent jusqu'au chrono entre Changé et Laval. J'en profite pour placer un petit coup de gueule contre la course by le Tour. J'en avais parlé la semaine dernière, c'est cette course d'un jour féminine qui précède le Tour de France. Elles sont parties à 8h30 de Brest et elles ont fait Brest-Landerneau quasiment au plus court. Elles ont fait 5 petites boucles autour de Landerneau et franchement, du coup ça privait 90% des spectateurs de la course. Donc moi ça me dérange vraiment. En minimisant ce parcours, il faut se poser la question du signal qu'on renvoie. Et là ça ressemblait quand même fortement à « Merci mesdames, mais on est trop occupés avec la vraie course des vrais hommes, alors ne nous gênez pas trop ». Bref, il est vraiment temps que cette pseudo-course laisse place à un tour indépendant, surtout que le scénario en lui-même était super avec beaucoup d'attaques et un podium 5 étoiles, Demi Vollering, Cécilie Uttrup-Ludwig et Marianne Vos. Le gros dossier de la semaine, c'est ce qu'on a appelé le Rainbow Gate. À l'occasion du match Allemagne-Hongrie, le maire de Munich, Dieter Reiter, a demandé à l'UEFA l'autorisation d'illuminer le stade de l'Allianz Arena aux couleurs du drapeau LGBT, du drapeau arc-en-ciel. Dans un contexte où certains fans hongrois ont multiplié les chants homophobes et racistes lors des matchs contre le Portugal et la France, c'est une idée qui peut sembler respectable. Sauf que son argument, c'est l'opposition au vote d'une loi par le Parlement hongrois et sur proposition du gouvernement Orban, qui interdit la promotion de l'homosexualité dans les œuvres culturelles à destination des mineurs. Pour vous placer un peu le contexte, le Premier ministre Viktor Orban a d'abord été un opposant au régime communiste dans les années 80, avant de prendre la tête d'un parti chrétien-démocrate dans les années 90. Depuis sa prise de fonction en 2010, il a fortement renforcé l'autorité de l'État, notamment dans le domaine économique, et il s'est illustré à plusieurs reprises en s'opposant à l'immigration, notamment en refusant de prendre sa part dans le mécanisme européen de répartition des migrants et en construisant en 2015 à la frontière avec la Serbie une barrière pour empêcher les migrants d'entrer sur le territoire hongrois. Coucou Donald Trump, il veut aussi réaffirmer les racines chrétiennes de l'Europe et la situation des homosexuels en Hongrie s'est largement dégradée ces 10 dernières années, comme le montrent ces deux cartes. Cette position du maire de Munich d'être contre une loi d'un gouvernement étranger, elle ne laisse pas le choix à l'UEFA. L'Allianz Arena ne sera pas illuminée aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. Immense scandale dans la presse européenne et sur les réseaux sociaux où les organisateurs de l'Euro sont accusés de plier devant le gouvernement homophobe hongrois. Bon, c'est vrai que l'argument de la neutralité, c'était l'excuse parfaite pour l'UEFA pour ne pas se mouiller. Malgré la promesse d'un euro des fiertés, à la première occasion de faire un geste fort en soutien à la communauté LGBT, l'instance fait machine arrière. Pire, devant le tollé, elle fait un peu de toilettage sur ses réseaux sociaux et met son logo aux couleurs arc-en-ciel. Et quand la ville de Budapest tente d'interdire les drapeaux LGBT apportés par des fans néerlandais dans la fan zone, l'UEFA déclare finalement ce drapeau non politique. Alors comment lire la position de l'UEFA ? Est-ce que c'est un vrai jeu d'équilibriste ou un manque de courage qui l'oblige à craindre d'abord le gouvernement hongrois puis à reculer devant la force du scandale qui s'annonce, ou encore un réel manque de conviction dans l'annonce d'un euro des fiertés et dans toutes ces valeurs qui sont affirmées. Il ne faut pas oublier que, avant sa position pour ou contre les droits LGBT, l'UEFA est d'abord une instance supranationale et à sa manière une entreprise, avec donc des intérêts à préserver, un équilibre à sauvegarder et une responsabilité envers le football européen. Tout le football européen. En acceptant la demande du maire de Munich sur cet argument de la protestation contre une loi hongroise, l'UEFA aurait pris position contre un pays et non pour une idée. Les mots ont un poids et ici la différence est fondamentale. Une instance comme l'UEFA ne peut pas se permettre de se placer et donc de placer les fédérations qu'elle représente, y compris la fédération hongroise, contre un gouvernement quel qu'il soit. Qu'on regrette la décision finale, c'est une chose, mais ici, celui qui a fait le mauvais choix, c'est d'abord le maire de Munich, en prenant cet argument précis. Si l'UEFA l'avait accepté, eh bien ça aurait créé un précédent, une porte ouverte à beaucoup d'autres demandes politiques, dans un euro qui est déjà très géopolitique.
Imaginez un petit peu que demain, à l'occasion d'un match entre la France et la Chine, le président de la République demande à faire un geste en faveur des Ouïghours. L'intention est tout aussi bonne, mais les conséquences pourraient, elles, être désastreuses. Cet euro, déjà très marqué par la géopolitique avec les affaires des maillots ukrainiens puis macédoniens, prouve bien que le sport et la politique sont étroitement liés et que la neutralité prônée par l'UEFA est un mirage. Mais si l'UEFA elle-même, qui n'est ni une nation ni un organisme politique, abandonne cette neutralité, alors on a un sérieux problème. Mais revenons au sport, un super Danemark d'abord, avec un supplément d'âme depuis le deuxième match de poule et en particulier depuis qu'Eriksen est sorti de l'hôpital. Ça leur donne vraiment une espèce de force collective et face à la République tchèque, très surprenante face aux Pays-Bas, eh bien ça pourrait donner un super match et à mon avis, ce collectif justement donne une arme en plus aux Danois pour espérer une éventuelle demi-finale. Pour l'équipe de France, c'est un petit peu mitigé après cette phase de poule, même si on sort en tête du groupe de la mort. Il y a quand même cette impression qu'on a de moins en moins maîtrisé nos rencontres. C'était très bien contre l'Allemagne, décevant malgré une nette domination contre la Hongrie. Et là, contre le Portugal, on est un peu passé par tous les états. Même s'il y a un penalty oublié sur Coman, on a quand même un petit peu pris le feu. On a d'ailleurs concédé 2 penaltys nous aussi. Et puis cette attaque si prometteuse ne se met pas encore complètement en branle. Tout le monde ne trouve pas tout à fait sa place dedans et elle mène à un certain déséquilibre. Donc voilà. Maintenant avec Deschamps, on a l'habitude, on sait qu'une nouvelle compétition s'ouvre avec les huitièmes de finale, mais la France fait quand même un peu moins figure de favorite qu'avant le début du tournoi. Elle est très touchée physiquement, il y a un vrai doute surtout concernant sa capacité à avoir des latéraux haut niveau jusqu'au bout. Beaucoup moins de certitude que l'Italie par exemple, hyper séduisante avec Spinazzola, des milieux comme Verratti, Barella, Locatelli, Pessina, qui ont, je dirais, un haut niveau de créativité, un Chiesa vraiment clutch et la très bonne rentrée de Belotti contre l'Autriche par exemple. 2 petits résultats pour finir, la victoire de Verstappen au Grand Prix de Styrie d'abord. Une semaine après celle au Grand Prix de France, Red Bull est sur un nuage en ce moment, mais on a senti aussi que Verstappen a passé un cap dans sa gestion de course et dans sa gestion des émotions. Sur la saison aussi, ça peut l'aider, ça en fait encore une fois un vrai concurrent cette fois-ci à Hamilton pour le titre mondial. Et associé justement à des Mercedes qui pour le moment sont un peu moins performantes, eh bien ça donne 18 points d'avance aux Néerlandais sur Hamilton pour le moment au championnat pilote. Mais attention, on en est qu'au tiers de la saison, qui est encore très longue, et surtout on n'est pas allé en Angleterre ni en Hongrie où Lewis est hyper à l'aise, donc rien n'est fait. Et puis à l'heure où j'enregistre, c'est pas encore joué, mais la France est en finale de l'Euro de basket féminin contre la Serbie. Les Françaises font une compétition incroyable, j'ai pas vraiment d'éléments d'analyse, j'ai pas regardé les matchs, mais c'est de très bon augure avant les Jeux Olympiques cet été. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. Je vous invite à la liker, à la partager si vous avez apprécié, à vous abonner aussi pour ne pas manquer les prochaines. Ça m'aide beaucoup, ça me ferait très plaisir. Et puis je vous dis donc à dans une semaine.